Entre ce qu'on peut voir sur la théorie post-LinkedIn qui promettent des ROI monstrueux et les réalités du terrain, c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on pense en un clic. C'est-à-dire qu'ils vont importer un fichier avec l'ensemble des numéros de téléphone, nom, prénom des personnes et des variables. Ils appuient sur un bouton et ça fait des milliers d'appels en même temps. 50 000 lettres par an de résiliation. Ça leur coûte 0,95 centimes à traiter par un humain. On l'a automatisé. Ça coûte 4 centimes. Ce que tu vas investir, tu vas gagner de l'argent en combien de mois? Sur ça, pas mal de projets, tu es moins de 6 mois. Là, j'ai un exemple en tête pour un agent vocal, c'était moins de 2 mois. C'est des no-brainers. C'est quoi le fonds avec lequel tu as commencé à travailler et qui t'a du coup, si je me rappelle bien, ils vous ont engagé pour restructurer leur process en tant que fonds. Ouais, Et après, exactement. ça s'est bien passé et là, ils commencent à vous déployer sur d'autres boîtes. Ouais. Y a plusieurs fonds avec qui on bosse. Newfound, Infravia aussi. Infravia, c'est un fonds de private equity ils ont 20 milliards sous gestion. C'est une centaine de personnes. En fait, toutes les entreprises sont impactées par le sujet d'optimiser, d'automatiser des tâches. Donc, eux, en particulier aussi, parce qu'il y a beaucoup de tâches aussi col blanc, où c'est des personnes qui sont bien payées, qui peuvent faire des tâches à faible valeur ajoutée dans certains cas, et donc supprimer ça au maximum pour qu'ils se concentrent sur des tâches à plus haute valeur. Et en fait, on a commencé en effet à déployer, je pourrais partager le playbook qu'on a pu mettre en place et le playbook qu'on suit en général sur toutes les boîtes, parce que les boîtes ont des besoins similaires sur les sujets d'IA, peu importe leur secteur, et on les a accompagnés dans l'optimisation de leur process interne. Et il y a aussi un accompagnement qui se fait sur leur portefeuille parce que naturellement, eux, ils ont un enjeu à faire en sorte que leur portefeuille ont des process et des process optimisés au maximum pour maximiser les bidas et après derrière faire une revente avec le plus de ROI possible. Ouais, toutes les boîtes pourraient en bénéficier, mais en effet, dans un contexte de private equity, c'est vraiment la vague parfaite qui arrive au moment. Enfin, ça va totalement dans une thèse de private equity où tu achètes des boîtes à optimiser, où tu veux développer les bidas, et Ouais. c'est ce que globalement vous avez été engagé pour faire. Ouais, c'est un levier qui est apparu seulement il y a quelques années pour eux et qui est énorme et qu'on est juste au début parce que en fait c'est des boîtes parfois où ça fait très longtemps qu'ils ont cette participation là et en fait un peu du jour au lendemain, même si ça s'est fait là, hein, ça se fait de manière séquentielle en plusieurs étapes, mais ils vont pouvoir transformer l'entreprise pour maximiser les revenus et même aller sur d'autres marchés sur lesquels ils n'auraient pas pu aller avec cette participation. Parce que, on pourrait revenir dessus, il faut faire attention entre ce qu'on peut voir sur la théorie post-LinkedIn, les médias qui parlent d'agents IA et qui promettent des ROI monstrueux. J'ai fait x20 sur ma productivité et les réalités du terrain. Où même nous, quand on fait des calculs un peu ou des modèles financiers où on se dit on va pouvoir booster la productivité de X, faire tant d'économies, faire en sorte que ce workflow, cet agent va générer tant de flux, va gérer tant de flux. Mais dans la réalité, il faut convertir ce ROI. Et ça, c'est passer de la réalité au terrain. On pourra revenir dessus, mais c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on pense, et notamment en France. Pourquoi en France en particulier? Pourquoi en France? Parce que si on prend si on prend l'exemple d'un département, enfin, les départements où il y a le plus de valeur, c'est là où il y a le plus de TP. Donc des personnes à temps plein. Ok. C'est souvent l'équipe support et l'équipe commerciale. Parce que là, si on prend en général des boîtes B2B ou même B2C, alors B2C c'est plutôt support du coup et moins commercial. C'est des équipes qui sont assez structurées. Côté commercial, c'est des process après à peu près documentés. La génération de leads, du rendez-vous, R1, R2, etc., du pipe management, de l'envoi de propositions commerciales. Et l'équipe support, pareil, réponse à des tickets, des appels et tout. Et si tu commences par un de ces deux départements, que tu viens optimiser la productivité et supprimer 30% de tâches d'un collaborateur commercial ou support, je fais grosse maille, avec ces 30% de temps supplémentaire, qu'est-ce qu'il va faire? Plus de ventes ou plus de support? Ça, c'est en théorie, Ok. mais plus de support. Est-ce qu'il peut faire plus de support? Est-ce qu'il y a le flux suffisant pour que lui il fasse plus de tickets? Ou est-ce qu'en fait l'équipe elle est suffisamment bien sizée et du coup les 30% supplémentaires de temps c'est pour passer plus de temps à la machine à café? Ce qui est en fait une réalité du terrain qui peut y avoir où il y a un enjeu du coup de conduite du changement très fort.
dans ces boîtes-là, parce que en fait, il faut anticiper ça. Est-ce que tu dois former les collaborateurs du coup pour pouvoir faire d'autres tâches, mais qui n'étaient Oui. pas dans leur périmètre initial? Donc ça, c'est un exemple côté support. Côté commercial, c'est plus simple parce que tu dis que ce temps supplémentaire, Oui. normalement, s'il y a la profondeur marché, s'ils ont des leads propres sur leur CRM, ils pourront faire le travail de générer plus de rendez-vous. Mais parfois, en fait, c'est pas si simple. Et Ok. du coup, tu peux te dire que passer du ROI théorique que toi, tu as estimé dans ton modèle financier au ROI pratique, ça demande un gap supplémentaire que potentiellement tu n'avais pas anticipé si tu n'as pas couvert tous les aspects de l'organisation de l'entreprise, de ses contraintes. Et en France, ce que je voulais dire, Oui, c'est que tu ne peux pas virer une équipe du jour au lendemain. bien sûr. Donc, on pourra en parler, mais il y a des entreprises qui, qui vont plus bénéficier que d'autres de la révolution IA. Un exemple juste, c'est des boîtes qui passent avec beaucoup qui ont la saisonnalité et qui vont du coup avoir pas mal de personnes en intérim ou des saisonniers. Où en fait, là, l'avantage, c'est que plutôt que l'année prochaine de prendre le nombre de saisonniers qu'ils prennent sur une base 100, ils vont prendre peut-être 70. Euh, et là, les économies sont assez Hmm. faciles à transformer. C'est cette question comment tu transformes ce que tu vas économiser. Euh, la manière la plus simple, souvent, c'est quand tu évites de recruter. Bien sûr. Mais il y a des boîtes où tu recrutes pas et en fait, tu dois dégraisser. Ouais. Et là, c'est comment tu transformes ça. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir des cas où il n'y a pas le choix, et en effet, le temps en moins, il ne peut pas se transformer en plus de travail, donc tu dois avoir du monde en moins. Après, si comme tu parlais de justement de soit la partie commerciale, soit la partie support, nous, à notre petite échelle, où on a une boîte qui était un peu engluée dans les process, et où chaque fois qu'on bouge quelque chose, vu que c'est une très petite boîte, on voit immédiatement les conséquences, on a justement fait le choix de commencer par la partie commerciale, parce que du coup, plus de charges commerciales égale plus de charges support. Donc en fait, là, on est en train de commencer par un. Donc là, les commerciaux, ils ont plus de temps. Ils prospectent plus, on rentre plus de clients, ça fait plus de taf pour le support. Donc nous, l'impact, c'est un vase communicant. Et dans notre cas, en effet, maintenant qu'on a débloqué le commercial. D'ailleurs, petite anecdote entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant, on est arrivé du coup dans l'entreprise. On a analysé et audité comment ils utilisent leur temps. On s'est tout de suite dit qu'il faut se concentrer faut commencer par le commercial au début, parce que c'est aussi ça qui fait rentrer l'argent, etc. Enfin, plein de bonnes raisons. Euh, on a vu qu'ils passaient 50% de leur temps sur des tâches administratives. On a dit, ok, on va, étape 1, filer le nous, entre guillemets, en tant que consultant extérieur, on va faire le taf pour vous, déléguer, vous nous le déléguez. Et 2, tiens, nous, comment on fait pour le faire par l'IA, par des process, etc. Donc il y a peut-être aussi, dans la manière de le faire, un séquencement des choses qui permet que ce soit plus applicable. Ouais, ouais. Et que ce soit un succès. Mais clairement, nous, l'approche que l'on a avec les boîtes, que ça soit du coup des fonds ou des boîtes de leur portefeuille, c'est en fait de commencer par comprendre comment fonctionne l'entreprise dans le département en question. Tu te poses avec les équipes. Et là, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur de parler avec les personnes qui commencent à utiliser l'IA, qui maîtrisent un petit peu plus l'IA, mais au contraire, ça peut être eux, un peu des AI champions, mais ça peut être aussi des novices. Parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est de comprendre ce qu'ils font au quotidien Exactement. pour ensuite identifier les chantiers qu'on va prioriser et qui auront de la valeur pour eux. Et en fait, on est parfois surpris qu'il y ait des gens qui passent en effet beaucoup de temps sur l'admin, Mm. sur de la recherche d'informations externes, internes, même internes beaucoup. Un petit stat, ça c'est une étude de McKinsey qui partageait le fait que en moyenne, chaque collaborateur classique col blanc passe 20 à 30% de son temps à rechercher des informations. Donc c'est énorme, que ce soit interne ou externe. Donc si déjà tu viens diviser par deux ce temps passé dans la recherche d'informations internes ou externes parce que tu as un modèle qui est plugué à tes données et qui va retrouver de l'info pour toi, c'est déjà monstrueux. Et en fait, ouais, la réalité, c'est que quand tu te poses et que tu échanges, il y a plein de tâches qui sont hyper chronophages, hyper vraiment qui sont pas dignes de personnes qui peuvent être là dans l'entreprise depuis des années Mm. et qui sont encore réalisées manuellement. Ou Et l'équipe dirigeante ne s'en rendent pas forcément compte parfois. Ouais, et puis en fait, peut-être que c'est des tâches qui aujourd'hui, ou en tout cas avant la révolution IA, paraissaient déjà high value par rapport à ce qu'ils faisaient avant, parce que forcément, il n'y a que des évolutions, c'est juste la technologie qui bouge avant. Peut-être ces gens-là, ils n'avaient peut-être pas d'ordinateur ou pas internet ou quoi que ce soit, donc ils se disent c'est technologique, mais c'est cyclique. Et donc là, tu arrives, tu dis ok, là c'est low value, mais c'est juste devenu low value parce qu'il y a un nouveau paradigme que eux ne connaissent pas forcément.
Tu leur dis, bah, en fait, maintenant, 70% de ce que tu fais, on va pouvoir c'est devenu low value par définition, et on va te l'enlever pour que tu puisses faire quelque chose de plus haut de l'échelle. Ouais, moi je trouve il y a des tâches en soi qui étaient quand même low value avant. Ouais. Enfin, là, et moi ça me rend fou quand j'échange avec des gens qui passent leur temps à lire des documents ou par exemple, même côté RH, qui vont recevoir énormément de CV, qui vont lire les CV, même si c'est quelques secondes, de voir après potentiellement saisir des informations dans un outil, puis après scorer ça, contacter. En fait, c'est des trucs qui sont hyper basiques où la valeur elle est pas là pour eux. Dans un exemple de boîte où l'équipe commerciale, ils reçoivent 7000 devis par mois. Et il y a des gens à temps plein qui vont lire les emails, le corps de l'email, la pièce jointe, qui vont le saisir dans un outil interne, dans un ERP interne, un CRM. Et en fait, ça, c'est Ouais. hyper manuel. Et pour moi, c'est même pas l'IA. Ce qui est formidable avec l'IA, c'est que ça ajoute une couche d'intelligence qui était nécessaire, euh, qui est nécessaire pour automatiser. Parce que sinon, tu devais avant l'IA anticiper tous les scénarios Ouais, c'est possibles et ça. créer des usines à gaz avec If. des if then non-stop. Là, l'avantage avec l'IA, c'est que tu peux créer des petites briques intelligentes qui vont de la même manière qu'un collaborateur se poser les bonnes questions à ce moment-là. Et puis après, réaliser une action, plusieurs actions. Ensuite, se reposer des questions à ce moment-là en fonction des éléments récupérés. Mais ça, en fait, il faut documenter tout ça. Et d'où le challenge, d'où le fait de se poser avec les équipes, de faire un audit et de prioriser. Alors justement, c'est quoi le process ou le playbook dont tu voulais parler, qui Ouais, commence, j'imagine, par un audit? ouais. Et En est-ce que fait, tu peux le mettre dans un contexte d'une boîte où vous l'avez fait, vous avez un peu fini le cycle pour voir un peu les résultats? ouais. Déjà, je peux partager rapidement le playbook et après faire un zoom sur et partager plusieurs exemples concrets. Mais l'audit, mine de rien, l'IA, c'est un sujet qui passe par l'équipe dirigeante. Donc, ça va passer par l'équipe dirigeante de l'ensemble des participations des fonds. Euh, et il y a quand même parfois une acculturation à faire auprès du COMEX, CODIR, pour les embarquer sur le sujet. Parce que s'ils ne sont pas embarqués, s'ils ne sont pas convaincus, c'est difficile en fait de faire ruisseler leur vision dans les différents départements. Donc ça, c'est la phase, on va dire, zéro, qui est en amont et beaucoup d'entreprises en sont même pas encore là, malheureusement. Après, il y a la phase d'audit où, en fait, comme le sujet IA impacte tous les départements, tout le monde est un peu perdu sur, ok, par où on va commencer. Il faut y aller étape par étape, il faut embarquer les gens, il y a des enjeux de conduite du changement, parce qu'il ne faut pas que les collaborateurs se sentent abandonnés, il ne faut pas qu'ils se sentent menacés, Oui. et ça reste un outil. Et du coup, là-dessus, c'est cet aspect d'audit où faut se poser, échanger avec les différents collaborateurs, que ce soit des managers, que ce soit des opérationnels, cartographier les process, estimer le temps passé, le volume de tâches en se connectant aux outils de l'entreprise, CRM, ERP, outils de ticketing. Tu viens déterminer des ROI. Et c'est là à ce moment-là qu'on a des ROI théoriques. Ok. Et ça va venir prioriser Ouais. les différents cas d'usage qui sont remontés. Et après ces cas d'usage, il faut les scoper pour te dire, ok, imaginons, on va dire, j'ai un numéro de téléphone accessible sur mon site ou sur mon application, peu importe. Je reçois X volume d'appels. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme appel avec un agent vocal? Quelle typologie de tickets? Quel sera le volume? Comment ça va impacter les équipes? En théorie. Ouais, en théorie. Comment je vais construire du coup ces briques-là? Combien de temps ça va prendre? En fait, tu scopes tout ça. Ouais. Et à la fin de l'audit, comme ça, tu as une roadmap assez précise de OK, tu vas avoir ces chantiers-là au début, court terme. Ces chantiers court terme, c'est surtout des quick wins que tu vas pouvoir mettre en place. Mais un agent vocal, dans certains cas, ça peut être un quick win. Je pourrais revenir dessus. Et après, les chantiers plus structurants que tu vas faire pour venir impacter vraiment l'ensemble de ton département support. À la fois sur des tickets très simples de niveau 1, qui sont de la FAQ de la base de connaissances, mais des tickets aussi plus complexes de niveau 3, où normalement tu dois éditer des contrats, éditer des informations dans un CRM, où même là, l'IA peut être hyper utile, même si ça reste dans l'humain sur ces cas complexes, pour la collecte d'informations, pour la synthèse d'informations, pour récupérer l'historique, et donc revenir sur cette partie de recherche d'informations dont on parlait. Mais voilà, ça c'est la partie audit. La partie suivante, une fois que tu as ton agenda, que tu as priorisé des cas d'usage, c'est de faire le déploiement. Et là, il y a deux grandes branches côté déploiement. Soit tu as des, des sujets IA qui sont ce qu'on appelle nous copilotes. C'est-à-dire que
En gros, c'est créer des assistants dans des écosystèmes comme ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, où tu vas avoir un assistant qui est connecté à des outils, qui va avoir un prompt, qui va avoir tes SOP, donc tes procédures que tu vas suivre, et tu vas pouvoir le mobiliser. Mais tu as besoin de faire un ping-pong avec lui, Ok. de garder cette... tu veux pas forcément automatiser, mais tu veux gagner en productivité, gagner en qualité de résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode copilote. Et du coup, il y a des projets copilote et il y a des projets, ce qu'on appelle aussi autopilote, d'automatisation. Où là, ça vaut le coup d'automatiser. Mais tu vois, si on prend un exemple de générer des propositions commerciales, si tu gères des 20 propositions commerciales dans le mois, ça sert à rien d'automatiser. Tu es sûrement une telle entreprise où soit tu fais du grand compte, Ouais. soit tu es plus petit et du coup, tu dois garder cette personnalisation que tu fais aujourd'hui, ce côté, Parce que cette capacité d'adaptation. dès que c'est core business, dès qu'il y a besoin de vraiment personnaliser, réfléchir, montrer une patte humaine, tu fais du copilote. Exactement. Quand c'est Et quand c'est un peu plus structuré, qu'il y a du volume, tu fais l'autopilote. ranger la facture au bon endroit et la ressaisir, etc. Exactement. Typiquement. Ça, c'est classique, c'est cœur de métier, ça va revenir en fait hyper régulièrement. Et là, c'est un Et chantier autopilote. ouais. Maintenant, la question, c'est dans ce chantier autopilote comme dans ce chantier copilote, ça va être quoi la première version? Parce que tu vas pas commencer à, si on parle de équipe support, tout automatiser, tout étiqueter d'un coup. Donc ça c'est très bien comme vision. Ce que tu viens de dire, c'est pas oublier qu'on est quand même quasiment dans du. En fait, tu fais un peu du product development dans ces trucs Ouais, et donc tu as la vision MVP de OK, il y a le produit parfait, mais par quoi on commence c'est pour ça. pour Mais, tester. et même pour l'entreprise, impossible aujourd'hui de mettre un budget pour. Enfin, déjà de mettre un budget énorme qui va prendre 6 mois, Ouais. surtout avec l'évolution de la techno, où en fait ça va trop vite. Ouais. Et il y a toujours cette question de le build versus le buy, c'est-à-dire il y a plein de solutions qui sont développées pour permettre d'automatiser les tâches, de gagner en productivité. Est-ce que tu construis un truc en interne qui va être propre à ton business ou est-ce que tu t'appuies sur une solution sur étagère euh, où tu vas faire le travail du dernier kilomètre? Alors justement, c'est ça que je voulais te poser comme question. C'est quoi ta vision, ton avis sur cette buy ou build en termes de software aujourd'hui? On est quasiment en mai 2026. Ouais, ben, c'est marrant parce que j'ai eu cette question encore aujourd'hui, 14 h pendant un appel et enfin, en fait, c'est même deux appels en soi aujourd'hui et hier où on m'a posé cette question. Hier, c'est une boîte qui fait 80 millions de CA et qui fait de l'installation d'illumination, qui travaille avec les mairies, mais aussi avec des boîtes privées. Euh, et en fait, typiquement, eux, ils ont fait un outil pour aider l'équipe commerciale. Et ils ont fait le choix du build avant qu'on échange euh, pour aider l'équipe commerciale à générer des visuels pour faire projeter les prospects et les clients sur ce qu'ils Ok. vont pouvoir installer. Et en fait, le truc, c'est que ça, la génération de visuels un petit peu custom par rapport à ton besoin, euh, y a- c'est trop commun pour faire un truc cœur de métier comme ça. Il y a plein de solutions qui existent sur étagère aujourd'hui où tu peux créer des visuels. Après, tu vas travailler le prompting, tu peux faire ce qu'on appelle des LoRa, c'est-à-dire que tu vas contraindre le modèle dans la génération précise de, de visuels que tu lui partages en amont. Euh, et ça, c'est plutôt du buy où tu vas faire un enjeu de travail de dernier kilomètre. Donc, Et donc, tu vas chercher un outil qui est fait pour et qui existe. exactement. Et ça, en fait, c'est pertinent le buy quand c'est une problématique qui est trop régulière dans Hmm. plein de boîtes, qui est assez classique, assez commune. Bah, tu veux pas réinventer la roue. Et là, en fait, tu n'as pas besoin, c'est pas pertinent parce que les fonctionnalités qui vont être développées par ces outils de génération de visuels, ils seront toujours plus avancés que ton équipe. Et en fait, tu vas constamment rattraper le retard. Et donc, c'est un enfer. Tu mets deux dans un engrenage dont tu te rends pas compte au début parce que ça va trop vite en termes d'évolution. Hmm. Et même si la barrière à l'entrée, elle a tellement baissé que c'est assez tentant de se dire, en fait, je vais arrêter de payer ce SaaS-là, je vais arrêter de payer cet outil interne et je vais créer le nôtre. Mais en fait, à la fin, tu te transformes à avoir une boîte de dev qui va que créer des outils et qui va devoir les mettre à jour. Alors, là où il peut y avoir un intérêt sur le build, c'est quand c'est cœur de métier et c'est très propre à ton secteur, ta proposition de valeur, et ça peut avoir de la valeur. Ouais, Euh, et surtout que là, bon, tu as donné un exemple qui justement n'est pas dans ce que j'avais en tête, qui est un très bon exemple. À l'inverse, donc justement, si tu dis quelque chose qui est hyper cœur à ton cœur de métier,
tu peux être tenté de dire, ok, je vais prendre un CRM qui est sur le marché ou un ERP machin. Aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens payaient un truc énorme, hyper complexe, long installé. Il y a tout ce que tu veux, mais il faut 6 mois pour le mettre en place et tu utilises 15% des fonctionnalités. Aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, en tout cas ce que nous, on s'est rendu compte et qui est notre vision, c'est que tu vas recréer juste les 15%. Ça va aller beaucoup plus vite et ça va être 100% personnalisé à ton business. Après, il se trouve que nous, en plus, c'est petit, on commence de zéro, etc. Je ne sais pas comment ce serait dans une boîte avec 10 000 employés, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, à mon avis, qui vont pas être renouvelées ou pas. C'est sûr que si tu l'as déjà, c'est une question. Mais entre aller installer aujourd'hui un Salesforce ou dire non, en fait, on prend 3 devs et on prend juste cette partie-là qui nous intéresse et on l'a fait pour nous, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va 10 fois plus vite et c'est 10 fois plus rentable. Ouais, si tu as un besoin très précis et plutôt que de partir sur Salesforce, c'est une fonctionnalité de Salesforce, mais mine de rien sur le marché, je trouve qu'il y a quand même des outils qui sont ciblés pour des boîtes plus petites, par exemple côté CRM où tu as du Pipedrive et tu as des outils adaptés. Là, typiquement, aujourd'hui, la demande que j'avais, c'était est-ce qu'on refait notre propre CRM ou pas. Et en fait, le truc, c'est que si tu te mets à refaire un CRM où il y a des fonctionnalités IA qui arrivent de plus en plus, c'est le cas de Salesforce, c'est le cas de HubSpot, tout le temps. Ok. Tu vois, dans quoi tu vas t'embarquer. Et tout dépend le type de boîte que tu es. Si tu es une boîte dans la peinture, c'est pas ton job en fait. C'est pas ton job, mais sachant que le moment où tu vas utiliser ton CRM, tu vas pouvoir quand même faire des choses de dernier kilomètre custom qui vont te permettre de te concentrer juste sur cette petite partie, mais tu n'auras pas à te taper tout le CRM à refaire et toute la maintenance, etc. Et c'est plutôt cette vision-là où, mine de rien, c'est plus pertinent de choisir des solutions sur étagère et de faire le travail de l'un kilomètre par rapport à tes contraintes métiers, par rapport à ta stack technique. Parce que la réalité, c'est que les entreprises ont une stack d'outils qui a assez explosé. Parce qu'avec l'arrivée des SaaS, il y a eu énormément d'outils pris par plein d'équipes. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi des boîtes où il y a l'équipe de dev qui arrive et dit en fait, nous, arrêtez tous les SaaS, on va recoder tous les SaaS que vous avez. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un enfer. Ils vont pas... Aujourd'hui, les devs, ils discutent pas avec l'équipe marketing. Et là, ils vont essayer de recoder un SaaS qui va, je sais pas, tu vois, te permettre de générer ou de récupérer des adresses mail, de générer du... Ouais, pour résumer, ta vision, c'est on va pas réinventer la roue. Tu prends les briques clés de différents outils qui sont faits pour. Comme tu dis, eux, ils ont des équipes de dev à plein temps en train de monter en compétences. Donc même ce qu'on voit aujourd'hui, dans 6 mois, ce sera autre chose. Et tu te concentres sur les connexions entre et créer un contexte global où chacun son métier, mais toi, tu es devant ton interface hyper simplifiée et l'info, elle est facile à trouver. Et surtout, il y a une mémoire illimitée du contexte. Tu reçois un mail, t'as pas besoin de te rappeler de qui c'était. Et un autre exemple, là, on parlait de Salesforce. Si demain, tu n'utilises pas Salesforce, mais tu utilises ton outil interne et que les collaborateurs qui l'utilisent, ils partent, tu vas devoir mettre combien de temps à former un collaborateur sur ce nouvel outil. Alors que si tu utilises Salesforce, le gars, il a déjà utilisé Salesforce. Ok, d'accord. En fait, c'est beaucoup plus simple à l'embarquer. Et après, tu vas lui montrer les petites spécificités qui sont propres à ton business que tu as développé en surcouche de Salesforce et qui font gagner un temps énorme aux équipes. Ouais, je vois quand même que du coup, on parle entre les clients que tu as et mes préoccupations, il y a vraiment le côté grosse boîte, petite boîte. Donc, c'est hyper intéressant de voir la différence. Ouais. Donc, le playbook, c'était audit, planification. Ouais, audit, tu as une roadmap et priorisation de tes cas d'usage. Et tes cas d'usage, tu vas retrouver 2 branches, la partie copilote et la partie autopilote. Et après, tu peux aller jusqu'à des produits internes sur du build quand c'est pertinent. Et sur la partie copilote, l'enjeu, c'est de pouvoir faire le choix d'un outil qui a un chat GPT interne où tu vas bien le configurer. Qui sera utilisable du coup par tout le monde plutôt que d'exploser un petit peu des licences par-ci par-là et de pas avoir un usage où tu vas un peu avoir un effet cumulé de campagne, de partage en interne auprès des collaborateurs. Et mine de rien, ça c'est un enjeu de conduite du changement parce que c'est un outil qui est trop différent par rapport à ce que les gens connaissent. L'IA, ça reste un outil probabiliste. Tu poses 2 fois la même question, tu as 2 réponses différentes et du coup,
comment tu formes tes équipes pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne, comprendre qu'il peut y avoir des hallucinations, qu'il y a des limites, quand ne pas utiliser cet outil, et utiliser des assistants qui sont déjà paramétrés. Parce que si tu leur files l'outil un peu brut, c'est comme si tu leur balances en mode, tu vas voir l'équipe commerciale, tu lui dis, bah voilà, il y a Salesforce, je vous ai pris la licence, Ouais. bossez dessus les gars. Mm. Bon bah c'est impossible, enfin ça marche pas. Et donc il faut le configurer, faut les former dessus, il faut, comme sur Salesforce, on va dire, si tu crées ton pipe, donc ton funnel commercial, tu vas créer des assistants sur ton outil de ChatGPT interne. Je dis ChatGPT interne parce que tout le monde connaît ChatGPT et ça peut être du ChatGPT Business, ça peut être du Claude, ça peut être du Microsoft Copilot, ça peut être du Dust pour ceux qui connaissent en France, qui est une alternative agnostique LLM. Mais ça, c'est sur la partie copilote et il y a un gros enjeu du coup de formation pour embarquer les équipes, d'itération. Ouais. Comment tu formes, surtout comment tu déploies Ouais. En fait, déployer cet outil-là, déjà le choix de l'outil se fait souvent dans la continuité de l'écosystème de l'entreprise. Si l'écosystème est sur Microsoft, il y a de grandes chances que Microsoft Copilot soit le plus adapté. Même si on peut se dire, ah mais assez relou Microsoft Copilot, c'est un peu en retard sur Claude, sur ChatGPT, je pourrais être plus efficace, mais en fait, les écosystèmes sont très comparables, ça se suit, Oui. c'est une question de quelques mois, enfin en soi c'est... Alors que Microsoft répond déjà à toutes tes contraintes de sécurité dans ton environnement, l'intégration avec les outils Microsoft, Outlook, SharePoint se fait beaucoup plus facilement, donc c'est plus cohérent. Et là-dessus, ça passe par de la formation sur l'outil, mais en amont, tu auras créé des assistants sur l'outil. Parce que si tu présentes l'outil en disant bah voici comment il marche, et qu'après, ils n'ont aucun assistant qu'ils peuvent utiliser dans leurs besoins, dans leur cas d'usage, et qui doivent construire des assistants eux-mêmes, ça ne marche pas. Parce qu'en termes de gouvernance, tout le monde va construire ses assistants, c'est le bordel. Il y en a ceux qui vont en faire, il y en a qui vont pas en faire. Enfin, il y en a qui vont jamais l'utiliser. Moi, j'ai déjà fait des interventions où les personnes, sur des sujets d'acculturation, pas comme ça de formation pour un déploiement, d'acculturation, moi, je touche pas à ça. C'est en fait vraiment le rejet de la techno. Ok. De jamais je vais l'utiliser. Et ça, c'est parce que souvent, il n'y a pas forcément une bonne compréhension de comment ça marche, de l'outil. Tu passes par des menaces, enfin des situations, toi, quand tu utilises l'outil où tu as le wow effect, c'est top. Après, à force d'utiliser, tu te dis, mais en fait, c'est tellement puissant que moi, qu'est-ce que je vais faire dans l'entreprise? Ah, C'est quoi ma ok. plus-value? Donc, tu as une menace un peu identitaire. Parce que si c'est surpuissant, ben, moi, je sers à quoi dans l'entreprise? Et puis après, tu te rends compte, à force de l'utiliser, que c'est pas si puissant, qu'il fait des erreurs, qu'il faut que tu le guides et qu'il te fait gagner du temps en fait. Mais il y a plein de personnes qui peuvent rester bloquées à certains stades. Donc là, c'est les 3 stades que j'ai partagés. Et c'est au deuxième stade qui est la menace identitaire, où en gros, tu as un rejet total de la techno. Donc ces enjeux de conduite du changement, ils sont super importants. Et donc ça se fait en continu. Ok. Et ça se fait dans un cadre un cadre où ils peuvent utiliser, tu facilites ce qu'on appelle le time to value. C'est le fait en très peu de temps d'avoir de la valeur de l'outil que tu déploies. Ok. Et de saisir le momentum pour continuer de les former et de créer des assistants en continu. Donc, ce fameux quick win, c'est un petit peu ça dont tu parles? Ouais, les quick wins, c'est plus les projets simples qui rapporteront de la valeur. Ok. Mais au sein de ces projets, il faut que tu t'assures que si tu déploies une solution, donc sur la partie copilote, le déploiement de solution est plus simple parce qu'elle est sur étagère. Mais si tu déploies que la solution sur étagère brute, ça ne marchera pas. Il faut que tu la customises. Et sur la partie autopilote, tu vas créer l'automatisation et il faut que tu t'assures que quand tu déploies, ça a de la valeur directement. Sinon, les gens, ils vont douter, ils vont se dire mais ça marche pas en fait l'IA, c'est une bulle. Ou, tu vois, Il faut que ce soit bien fait. je dis ça, c'est parce que hier j'étais en call et il y a une personne qui pensait C'est une encore bulle? que c'était potentiellement une bulle. Ouais, c'est peut-être en partie une bulle, mais bon, c'est comme Après, il y a il y a la partie business et la partie ouais. Valo et la partie. Il y a la bulle de Valo, c'est ça, des boîtes. Mais après, il y a le sujet de est-ce que ça va être, dans son terme bulle, c'était est-ce que ça va être une sorte de Web 3 ou par exemple, la blockchain où on disait que ça allait révolutionner Ouais. et plusieurs secteurs, ce qui n'était pas le cas. Donc, tu es en train de dire que l'IA, c'est pas un NFT. Grosso modo, ouais. Ok. Et donc, en termes de, tu parlais de valeur délivrée, dans toutes les boîtes, dans toutes les boîtes avec lesquelles tu as bossé, c'est quel type? Est-ce que tu as vu un pattern où tu dis, ok, c'est là où il y a vraiment le plus de valeur qui a été délivrée? C'est quoi le point commun entre ces boîtes en termes d'industrie, en termes d'identité? Est-ce que tu as des exemples?
Ouais. Bah, déjà, entre copilote et autopilote, là où il y a le plus de valeur, c'est sur la partie autopilote d'automatisation. Le Ok. ROI, il est beaucoup plus élevé forcément parce que tu viens supprimer des tâches. Ok. Alors que le copilote, tu viens booster les collaborateurs. T'as un peu, c'est comme tu transformer ton collaborateur en Iron Man, surpuissant, qui peut faire plein de choses. Et du coup, là où il y a. Si ta question, c'est de savoir les secteurs ou les métiers, je sais pas si. Parce que c'est. Mais imaginons déjà Ouais, les ou toi, métiers. tu dors avec ton sample, on va dire, de ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a eu des patterns de, OK, dans ce type de métier ou dans ce type de service ou dans ce type de boîte? Ouais. Bah, les métiers où il y a beaucoup de valeur, c'est les métiers où il y a du flux, du volume d'informations, du OK, volume de tâches. OK. C'est le cas Assez beaucoup, répétitif. ouais, assez répétitif, ce qui est le cas côté support. OK. C'est quand même un des départements les plus touchés. Admin, enfin, est-ce que tu inclus admin, facturation, un peu de petite compta? Admin, je la mets plus dans le côté finance. OK. Et c'est aussi un département où il y a beaucoup de choses, mais en fait qui va impacter moins de collaborateurs. C'est-à-dire qu'au côté finance, tu as des OK, équipes bien qui sont un sûr. peu plus réduites OK. et il peut y avoir une personne qui va faire 80% de son temps sur en effet beaucoup de tâches très répétitives, un peu explosées. Que le support en soi, c'est si Ça tu. peut être une charge énorme en pourcentage. Ouais, c'est si t'as des lignes, des numéros de téléphone où tu es joignable et que tu dois assurer un service 24/24 ou même ou juste 7 jours sur 7, ben là, c'est un peu porte ouverte. Dans le Parce sens où. que j'ai l'impression que tu sous-entends que là, les assistants vocaux, c'est. Assistants vocaux ou même C'est traitement en fait, des tickets entrants, que ça soit fait par des formulaires, que ça soit fait même des chatbots. OK. IA. Les chatbots IA, c'est pour la déflexion. Souvent, c'est pour éviter que l'équipe te contacte, soit, enfin que les personnes vont te contacter soit par téléphone, soit par mail ou par des formulaires. Mais tout ça, là, l'IA est très puissante. Et ça ne veut pas dire enfin, l'IA va pas remplacer les collaborateurs qui sont sur ces équipes, mais juste va traiter les cas les plus simples. Oui. Et l'humain sera là pour faire les cas les plus complexes. Potentiellement d'ailleurs pourra peut-être faire du support un peu vente ou avoir une casquette un peu commerciale. Il y a des métiers que tu peux, qui vont être transformés, et c'est le cas du support. Ouais, ils peuvent avoir un peu plus de temps pour être justement au téléphone avec les clients et montrer qu'il y a des vrais humains derrière, pendant Exactement. que ça a plus de valeur. Un humain, la relation d'humain-humain, ça c'est quelque chose qui changera jamais, mais du coup tu peux déléguer tout le reste. Et c'est essentiel. Et après, il y a aussi une situation que, à certains moments, tu n'as pas spécialement envie de parler à un humain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, des agents vocaux, j'ai mentionné plusieurs fois les agents vocaux parce que pour beaucoup de boîtes, c'est une plaie d'avoir un numéro de téléphone. Ok. Moi, j'étais directeur d'opération dans une fintech avant. On a supprimé le numéro de téléphone Ah parce ok. qu'en fait, ça prend trop de bande passante. C'est-à-dire que soit tu as des collaborateurs qui sont dédiés à répondre à des numéros, donc ça coûte cher. Soit, si c'est pas le cas, ça vient en fait te sonner pendant que tu es en train de faire autre chose. Et du coup, tu passes du temps, mais c'est compliqué, tu peux pas. Et souvent c'est des gens qui contactent juste parce que c'est la facilité, alors que si tu avais mis un parcours un petit peu plus chiant, ils l'auraient quand même fait s'ils n'avaient pas le choix. S'ils avaient pas le choix. S'ils n'avaient pas le choix, ouais. Mais la plupart des gens, ils voient un numéro de téléphone, ils vont appeler en 2 secondes, ils vont avoir la réponse. Et dans ce cas-là, t'as pas spécialement envie de parler à un humain, tu veux juste avoir. Enfin, tu appelles pas pour parler à un humain, tu appelles pour avoir la réponse à ta question. Et si l'entreprise, aujourd'hui, elle a des humains 5 jours sur 7, et tu décroches pas le week-end où tu as des horaires d'ouverture, bah là, l'agent vocal juste qui est capable de répondre le week-end et en dehors des horaires d'ouverture, c'est fabuleux. Donc ça, c'est Euh, un des scénarios que tu as beaucoup vu, beaucoup pu mettre en place. ouais. Euh, tout le support. Sur, grosso modo, traiter les demandes entrantes, que ce soit côté vocal, que ce soit côté message ou chat, bot, et collecter du contexte pour booster les équipes, leur productivité, leur efficacité, mieux répondre et répondre plus rapidement. Ok, sur ça, tu m'as dit que du coup, dans vos bah, clients, il y avait des fonds qui. Alors, tu as pu déployer dans les boîtes du fonds, mais aussi pour le fonds lui-même. Donc, un fonds n'a pas, j'imagine, un numéro de téléphone ou des tickets. Donc, qu'est-ce que tu as pu faire pour eux? Ça, c'est, je pense, Ouais, passionnant pour les gens qui nous regardent, qui sont aussi investisseurs. ouais. Ben, en fait, tu peux te. Si tu. La partie support en soi, c'est traiter des demandes entrantes par mail. Mhm. Il y a plein de boîtes qui ont des demandes entrantes mais qui ne sont pas du support et des questions ou de la DV. Ça va être par exemple
un partage de deck qu'ils peuvent avoir, tu vois, côté invest, ou en fait traiter le deal flow. Ok. Donc là, il y a beaucoup de tâches assez structurées. Tu vas faire de la recherche d'informations Ok. interne, externe. Tu vas faire de l'analyse. Et ça, en fait, tout Hmm. ça, il y a un gain assez conséquent. Nous, ce qu'on voit aussi dans des fonds, c'est aussi parfois c'est la partie veille, la veille de boîte, faire du reporting, récupérer des informations régulièrement, parce que c'est eux le travail qu'ils font pour suivre leur participation et aussi piocher dans l'ensemble des échanges qu'ils ont eus, parce que l'IA est très puissante pour chercher de l'information dans des données non structurées Hmm. et avoir un résultat C'est structuré. vrai. Donc ça, c'est super utile. T'imagines si cette boîte, tu l'as, cette participation, ça fait 5 ans, 10 ans, tu as tout l'historique des différents les OKR, des plans que vous avez mené, des conversations. En fait, tu peux interroger pourquoi ça s'est pas fait, c'était quoi les raisons, pourquoi est-ce que ça peut se faire maintenant, c'est quoi leur avancée à ce niveau-là. Enfin, et en fait, du coup, sur la partie reporting, beaucoup de sujets. Sur la partie due diligence, mais bon, c'est comparable sur la recherche d'informations, génération de contenu, analyse. Sur la partie aussi de gestion de contrat, beaucoup. Côté légal, dans des fonds, ça Ok. c'est parce qu'en fait, c'est c'est un mix de. Tu as des contrats que tu suis avec des clauses qui sont différentes en fonction de ce que tu signes, mais en fait, tu prends grosso modo à chaque fois des clauses que tu as pu faire et tu t'inspires de ce que tu as fait dans le passé. Et donc, mais tu dois l'adapter. Et donc là, l'IA est très puissante pour faire des premières versions. En fait, il y a C'est ça. cet aspect de 80-20, il est hyper important à comprendre parce que faut pas forcer l'IA à ce qu'elle fasse tout à 100%. Et l'idée, c'est surtout pas ça. C'est que l'humain, il reste dans la boucle euh, dans la plupart des cas et il va faire les 20% restants. Mais tu vois, faire une première ébauche et récupérer, identifier l'ensemble des clauses, mais le faire en plusieurs temps, tu vois. Ça peut être en fonction des éléments, identifier les clauses à mettre dans le contrat. C'est validé par l'humain, il va générer le contrat. Ensuite, c'est validé et ensuite, il va l'envoyer, par exemple. Et tu vois, tu mets du human in the loop à chaque fois. Hmm. Et ça, c'est important à comprendre. Ouais. AI by default, human in the loop. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Exactement. En tout cas, quand tu décris ça, je reviens sur cette un peu question de où est-ce qu'il y a le plus gros ROI. Tu vois, ce genre de profession ultra intellectuelle, high value, avec des gens qui sont payés très très cher, où il n'y a pas beaucoup de monde pour gérer des choses avec énormément de leverage. Tu viens et souvent qui sont peut-être potentiellement à l'ancienne, j'en sais rien, selon les fonds, si tu en as qui sont très vicis, peut-être un peu plus modernes, mais c'est toutes ces professions où en fait c'est que du cerveau et que Ouais. tu viens, tu dis ok, montre-moi comment tu bosses. Et donc là, tu découvres que, ah, ben, au fait, on a un process. Donc là, tu découvres le process génération de nouveaux deals, ensuite audit, machin. Et tu viens derrière, et là, c'est quoi? C'est du copilote. Tu les rends des super humains, des super héros pour faire 10 fois plus sans embaucher une personne de plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'IA est en copilote. C'est-à-dire que toi, tu vas lui partager des éléments, il va réaliser des actions en arrière-plan, il va te renvoyer le résultat. Ensuite, tu vas un peu, c'est comme si tu lui demandais de travailler, il revient à un collaborateur. Et en fait, toi, tu valides ou pas et tu fais des ajustements. Et ça, c'est plutôt un usage copilote parce que tu as besoin de rester régulièrement, tu as besoin de faire des validations. Mais mine de rien, derrière, il peut y avoir quand même pas mal de tâches qui sont exécutées en autonomie avant que l'agent trouve le résultat. Et l'enjeu pour beaucoup de boîtes, c'est documenter les process, c'est les mettre à jour. Et après, c'est du pilotage. Moi, je trouve la tendance qui arrive, c'est que il y a un enjeu de sortir de la tête des collaborateurs tout leur savoir. Ouais. Et ça, c'est pas simple à faire parce qu'il y a plein de collaborateurs qui ont du mal à expliquer comment ils font ce choix-là. Ouais. Pourquoi Ils le font en automatique parce que c'est Ouais, comme en fait, ça. parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se poser, de partager, comme quand tu formes un collaborateur. Un bon exemple, souvent, c'est quand Hmm. tu Ouais. fais l'onboarding de quelqu'un, tu vas lui partager comment tu travailles Hmm. et du coup, ce qu'il doit suivre comme approche, comme SOP, comme procédure. Et ça, toutes les boîtes devront le faire. C'est fondamental. Plus les boîtes le font, plus c'est fait tôt, plus en fait, ce sera simple pour l'IA de suivre comment l'entreprise travaille et d'avoir un résultat comparable. Et tu auras de la valeur de l'IA. Et l'autre sujet, c'est du pilotage. C'est-à-dire que tu auras
besoin, mine de rien, de pas mal piloter des agents qui vont faire des choses régulièrement en arrière-plan pour toi. Et tu devras avoir un dashboard de suivi pour voir, valider. pour avoir de la visibilité en fait sur ce qui se passe. Sinon, tu es totalement aveugle d'exécution. Et en plus, ça fait peur. Je veux dire, si tu dis, OK, on va déployer des agents chez vous, et puis c'est pas trop. Enfin, le Bah client ouais. est là, mais OK, mais concrètement, comment ça marche? Et tu as besoin de cette interface homme-machine qui reste l'écran, où tu peux voir, loguer, avoir des logs, des dashboards, des statistiques et valider tout. Et au fur et à mesure, tu lâches les. Tu sais, c'est un peu comme Claude. Au début, tu dois faire entrer pour valider. Au fur et à mesure, tu lâches un peu, tu dis, OK, ça j'ai compris, je te fais confiance. Ouais, ouais. Mais commencer par. Ouais, bah, cette confiance, c'est clair, hein, c'est tout à fait ça. Et un bon exemple de l'agent vocal en soi, c'est quand même un niveau de confiance élevé parce qu'il parle directement avec tes clients. Et c'est lui, nous, il y a une boîte de e-commerce dans la santé. euh, ils reçoivent des milliers d'appels par mois. Le support est déjà offshoreisé au Maghreb. Et cette boîte de e-commerce, en fait, elle fait la vente au téléphone. C'est hyper long parce qu'en fait, C'est l'ancienne, ouais. c'est à l'ancienne. Ils vendent quoi? En gros, ils font de la location de matériel médical. OK, donc un peu complexe. C'est un peu complexe, mais en soi, c'est des informations que tu récupères. La personne, elle veut faire la location au télé, enfin, et elle récupère toutes les infos. Et ça prenait 30 à 45 minutes. Donc, Waouh. c'est hyper long, mais il y a cet aspect de confiance où tu parles à un humain. Et, bref. Et là, on a basculé avec un agent vocal. Aujourd'hui, l'agent vocal, il traite 70% des appels en autonomie. C'est dingue. Et ça met moins de temps? Ça met beaucoup moins de temps, mais en fait, parce que aussi, le process a été modifié pour que ce soit beaucoup plus simple. Ouais. Il se présente comme un agent? il se présente comme un agent. Parce que ça, c'est un truc pour moi. Enfin, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est rédhibitoire. Quand tu te fais prospecter, déjà que tu fais les 0-1, bon, déjà, c'est pas pour qu'on répond. Et que tu sais que c'est un agent et qui se fait passer pour un humain, je trouve ça con parce que tu me dis bonjour, je suis l'assistant vocal de. Ok, je suis ok de parler avec toi, mais Ouais. pas le côté mensonge, c'est. Ouais. Et après, nous c'est assistant virtuel, assistant vocal, c'est ce que tu Ouais, dis. On l'explicite pas, on prend pas 30 secondes au début pour dire que tu parles Ah ouais? à une IA. C'est juste dit au début en présentation. Ouais, parfait. Ouais. Et les gens, il y a les gens qui s'en rendent compte, les gens qui s'en rendent pas compte. Et en fait, les gens, ils s'en moquent. Eux, ils posent la question et ils ont leur réponse. 70% des appels qui sont traités en autonomie par l'IA, les 30% par l'humain. Et eux, là où il y a eu un cas d'usage qui était hyper intéressant pour eux, c'est sur les appels sortants. Nous, on fait très peu d'agents vocaux sur les appels sortants parce que c'est compliqué ou en fait, comme tu l'as dit, tu raccroches direct. Mais là, en fait, ça marchait bien parce que quand c'est des appels sortants dans le cadre d'une relation existante, quand tu présentes le nom de la boîte, tu ne te fais pas raccrocher. C'est donc la gestion client où là, c'est du recouvrement. Et ça fonctionne très bien. Pas pour du recouvrement. Ouais, eux pour du recouvrement où c'est des milliers d'appels qu'ils font en un clic. C'est-à-dire qu'ils vont importer un fichier avec l'ensemble des numéros de téléphone, nom, prénom des personnes et des variables. Ils appuient sur un bouton et ça fait des milliers d'appels en même temps. Pour eux, c'est le jour et la nuit parce que en fait, c'est un outil très basique. Ils font l'import, ils cliquent. Le temps que ça demanderait d'appeler un par un chaque numéro de téléphone, là, l'agent vocal, si ça décroche, il va faire son pitch. Si la personne a des questions, elle va pouvoir répondre. S'il y a besoin d'un transfert d'appel à un humain, elle va faire le transfert. Si ça tombe sur un répondeur, tu as un message personnalisé qui est différent que quand tu parles à un humain. Tout est. Et dans un monde idéal, j'imagine que ça te fait du reporting de tout et ça te met à jour ton. Et tu as le reporting de tout, de ça. Ouais. C'est-à-dire que tu as le reporting, tu sais si c'est tombé sur un répondeur, si la personne a décroché, tu sais du coup les actions que tu as pu déclencher pendant que tu es au téléphone. Si tu as envoyé des SMS, si tu as fait des transferts d'appels, les questions qui t'ont posées. Enfin, d'où le fait que tu arrives sur du reporting, ça. Je veux noter ce que tu as dit. Tu as un peu sorti, pas une punchline, mais un truc qui a simplifié les choses. On se demande toujours comment installer l'IA dans une entreprise. Là, tu l'as expliqué de manière très simple. Tu fais comme si tu venais former un nouveau collaborateur et tu vas avec chaque personne et tu dis ok, explique-moi ton job. Et là, tu es la nouvelle personne. Et dans notre cas, par exemple, on le fait faire justement aux équipes. On enregistre avec Loom. Ça peut être une manière de récolter cette info. Et toi, ce que tu dis, c'est que dans tous les cas, il faudra le faire, au moins pour avoir tes SOPs. Et demain,
une partie de ça pourrait être déléguée en fait. Ouais. Donc, tu peux aussi voir des agents IA, qu'il faut même carrément des employés IA à qui tu délègues une partie de ton taf, la partie moins intéressante, tu gardes le meilleur. Exactement. Et sachant que là, l'humain, il va être utile pour traiter les cas les plus complexes, on en a parlé, mais aussi pour mettre à jour ses SOP. Parce qu'en Mm. fait, il va se rendre compte que, ah bah en fait, là, je fais du pilotage, je me rends compte que bah, l'IA a répondu, mais peut-être n'a pas très bien répondu, et du coup, je vais ajuster les SOP, nos procédures internes, et en fait, continuellement les mettre à jour. Ça, c'est... J'ai une question très pratique. Concrètement, tout ça, c'est un peu, tu vas dire que je veux te faire pitcher ton business, mais vous allez intervenir dans une boîte pour faire ça, parce que c'est bien en théorie, mais s'il n'y a pas quelqu'un de ta boîte ou de tes consultants qui vient s'asseoir justement à côté des personnes à qui tu veux aider à être en mode copilote, tu fais comment? Parce qu'en interne, ça va être compliqué. Ouais, bah ouais, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que ce qui est délicat, enfin, le ressenti, c'est que qui va faire ce travail dans la boîte? C'est ça. Soit tu as l'équipe tech, parfois tu as l'équipe tech, parfois tu pas d'équipe tech. L'équipe tech, mais souvent elle est plus occupée à travailler sur le produit de l'entreprise, si c'est un produit tech, Ok. plutôt qu'à aider l'équipe opérationnelle à C'est être pas plus productif. tech, il faudrait qu'il y ait une équipe tech back office. Exactement, il faut qu'il y ait une équipe tech, mais plutôt back office, c'est on va dire opérationnel. Mm. Opérationnel, ça englobe commercial, ça englobe... Et ça, tu peux retrouver des rôles où tu as un peu des rôles sales ops, rev ops, qui font ce pont côté commercial, côté support, sur la partie optimisation des process. Mais même nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'IA va tellement vite qu'ils sont tellement pris dans l'opérationnel qu'ils passent pas assez de temps à se former sur ce rôle côté IA. Et en dehors de ça, c'est compliqué parce que le head of, on va dire le directeur de chaque département, c'est compliqué pour lui de transformer son département pour automatiser, C'est vrai. quitte potentiellement à réduire finalement son périmètre et son rôle de manager. C'est Donc limite si... c'est autodestructif, Ouais, c'est contre-intuitif quoi. Ouais, mais c'est presque ça à la fin. C'est presque l'autodestruction parce que si c'est un peu bizarre. Et du coup, eux, ils ont un enjeu quand même de faire en sorte que les équipes sont productives, qu'ils atteignent les chiffres, les objectifs, mais c'est pas eux qui vont prendre ce rôle. Et donc, c'est un peu. Aujourd'hui, ça n'existe pas trop. Il y a sûrement un métier qui va arriver, un peu de AI builder. Et nous, c'est ce qu'on fait du coup à The Service un petit peu en externe. Mais oui, c'est complexe pour les. En fait, ce qui est complexe, c'est que tu dois échanger avec tous les départements, avoir un sens business et une connaissance technique pour savoir ce qu'il est possible de faire et pas faire. Et après, tu bascules ça à une personne qui qui va déployer la solution techniquement, donc à une personne Ouais. d'un profil vraiment la technique. Et ouais, c'est. Non, t'as raison, il faut que ce soit quelqu'un qui soit extérieur au schéma existant. Ça peut pas, quelqu'un ne peut pas dire tiens, je vais devenir cette personne où je vais m'auto-détruire et potentiellement être responsable que une partie de mes collègues finissent par se faire virer ou par Ouais. remplacer ou qu'on n'embauche pas plus de monde. C'est pas forcément. Ah, souvent, c'est ça. Et nous, ce qu'on voit aussi, c'est que les collaborateurs qui utilisent le plus l'IA, soit ils sont en mode assez individualiste, malheureusement. Moi, j'utilise l'IA, je gagne un temps Ah, et monstre. donc ils le disent pas comme ça, ils sont un Et peu. ils peuvent le dire, mais ils sont très contents. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont passer leur temps à former leurs collaborateurs. C'est normal, Ouais. ils sont pas, Ouais, c'est pas leur leur job. Euh, et à côté de ça, tu as ceux qui disent rien et qui le font un peu en shadow AI. Parce que c'est moins assumé, parce que l'équipe dirigeante n'a pas forcément communiqué dessus. Du coup, tu sais pas si tu peux utiliser ou pas. Ok, d'accord, carrément oui, Euh, parce qu'en plus aujourd'hui, si tu utilises des modèles enfin, des grands modèles grand public, etc., et que tu partages des données de ta boîte, je suis pas sûr de ce que je dis là-dessus, mais si tu envoies un contrat confidentiel, d'un coup, il devient propriété, enfin, bah, partagé à OpenAI, par exemple. ouais, c'est ça. Les infos sont partagées à l'outil que tu utilises. Parfois, dans certains cas, tu te rends pas compte, mais des outils comme Gamma, par exemple, qui sont assez connus pour faire de la présentation Hmm. sur les slides, bah, si tu utilises le plan gratuit et que tu as partagé des datas un peu sensibles, bah, en fait, eux, ils vont carrément en plus entraîner leur modèle sur les données que tu as partagées. Parce que souvent, quand tu payes pas, quand c'est C'est un gratuit, produit. ouais, c'est ça. et, et du coup, il y a cette situation où, quand c'est pas assumé par l'équipe dirigeante et qu'il n'y a pas un plan défini, les gens ont des licences partout, c'est pas assumé, ils partagent des datas et c'est interdit. Ce qui se passe, c'est que les équipes après techniques vont couper les accès, vont t'empêcher de te connecter à des URL. Mais tu vas toujours trouver l'outil chinois qui vient de sortir, qui est pas très connu et qui est accessible. Enfin, c'est bazar. Est-ce que tu as un use case, comme je te disais tout à l'heure,
vous avez pu faire un cycle complet avec cette fameuse implémentation? Peut-être vous y êtes allé vous-même ou alors vous êtes tombé sur une boîte où vraiment ils étaient réactifs? Ouais, il y a plusieurs boîtes où on a fait des cycles complets comme ça. Après, il y a un enjeu continu. C'est-à-dire que même dans toi, Bien sûr. ce qu'on a mis en place côté copilote ou autopilote, en fait, c'est des versions où tu fais une V1, après tu fais Ok. une V2, tu montes Vas-y, en pardon. puissance et tu t'assures que, en effet, il y a du ROI. Parce qu'il y a des Oui. moments où, en fait, tu vas passer du temps dessus sur les pourcentages supplémentaires qu'on parlait du 80-20, ça peut être 50-50, ça peut être 60-40, où ça vaut pas le coup parce qu'en fait, on va passer énormément de temps, on va se casser les dents. Et il faut garder cette flexibilité. Donc il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Après, avec les gaps technologiques qu'il y a en ce moment, des nouvelles fonctionnalités, tu peux aller chercher plus, mais c'est un équilibre à trouver. Et tu parlais justement plusieurs fois de cette question de ROI. Le ROI, en effet, il vient là où il y a du volume, et comme tu l'as dit, il vient là où les... quand il y a des tâches col blanc, en général, les gens sont plutôt bien payés. Du coup, si tu arrives à faire économiser une demi-heure, 1 heure par semaine à une personne, ce qui ne semble pas beaucoup, mais en fait, c'est un Après, gain après important si c'est X fois X collaborateurs, tu vois. tu vois, justement, je pense qu'il y a deux types de réactions à l'IA ou à quelqu'un qui vient de se faire aider pour d'un coup avoir 50% de son temps libéré. Tu parlais de la machine à café. Peut-être que ça, c'est sur certains rôles. Mais moi, je suis convaincu que justement, une personne qui est plutôt high level, d'un coup, tu lui enlèves 50% de ses tâches low value, elle va les re-remplir avec des tâches high value. C'est ce que nous, en tout cas, on a vu. Par exemple, un commercial, il est self, tu vois, je fais que de parler en anglais, mais self-driven parce qu'il a ses objectifs. Si les incentives sont bien faites et que tu as envie de bosser, et tu sais pourquoi tu es là, que c'est la bonne personne, etc., qu'elle a les skills, les commerciaux qui on a libéré 50% de leur temps, ils sont 2 fois plus au téléphone au lieu d'être en train de remplir des formulaires. Ouais, alors c'est en effet, ça C'est marche peut-être bien le côté cas commercial. positif, mais Si tu ajustes du coup les KPI, les incentives en fonction du coup de leur boost de productivité. si tu es à la com et que tu vends, enfin, tu es motivé à vendre toujours plus et qu'il n'y a pas Ouais, de limite, il y a des métiers où ça marche, il y a des métiers où ça marche pas du tout. tu as raison. Exemple. Et en fait, en dehors du commercial, Oui. ceux qui sont payés en incentive, il n'y en a pas beaucoup. Et dans beaucoup de boîtes, mine de rien, il y a des personnes qui ont 50% de temps supplémentaire, ils vont pas aller chercher à faire plus. Donc toi, tu penses Enfin, que... il faut les accompagner, enfin, il faut les Oui. former. Il faut. Bon, c'est une question de mindset, mais peut-être que ce que tu dis, c'est par exemple quelqu'un dont le métier c'est d'écrire des articles. Si tu l'aides, justement, l'IA c'était vachement pratique pour écrire beaucoup plus vite. Ouais. Si il peut faire le même, il doit faire 5 par semaine, il les fait en un jour au lieu de 5, il va pas en faire 5 fois plus. Ouais. Enfin, Après, ça typiquement, est-ce dépend que, des. Oui, est-ce que ça dépend des profils, ça. Il y a des gens qui vont naturellement en faire 5 fois oui, plus. Est-ce que l'enjeu, c'est d'en faire 5 fois plus, ou est-ce que l'enjeu, c'est plutôt d'en faire mieux exactement. avec C'est ce que j'allais des dire. visuels, des schémas et tout ça. Exactement. Et là-dessus, est-ce que du coup, cette personne-là, elle a les compétences nécessaires parce que tu l'avais pas recruté initialement pour faire des schémas, des visuels et faire du design. Est-ce que du coup, elle a besoin d'être formée? Ouais. Et en fait, c'est ces sujets-là où, sur une boîte à l'échelle de quelques personnes, dizaines de personnes, en fait, ça le fait parce que les gens sont mutuellement proches et peuvent voir ce que font chacun. On voit ce qu'on fait, ce que Ok. fait chacun au quotidien. Ok. Tu as des boîtes plus importantes de Ok. centaines de personnes. Et là, c'est plus compliqué. Après, il y a le fameux livre qui s'appelle The Bullshit Jobs de David Graeber, je sais pas si ça te parle, Non, mais de personnes qui sont dans des boîtes et qui sont payées grosso modo à rien foutre et à brasser du vent. Ouais, Et, donc on parle vraiment de deux mondes différents et en effet celui dont tu parles, heureusement je le connais pas, ça me fait froid dans le dos. mais c'est la réalité en fait, de boulot où malheureusement l'impact est limité. Ouais, t'es un petit comment dire, un petit T'es un maillon. maillon ouais, dans un énorme système et même Ouais, et c'est en fait, c'est parce qu'un maillon, s'il saute, normalement, ça doit quand même potentiellement impacter le système. Et là, la critique qui est faite, c'est que grosso modo, ça n'impacte pas la boîte. on n'aura pas de nom alors pour les héroïnes, là, les cycles complets là, on peut pas De nom de boîte, tu veux dire? non, de choses où tu peux te dire bah voilà on a fait ça, on a mis ça en place, ils ont réduit de tant de pourcents ou de tant de. Ouais, Ils ont augmenté de. un exemple concret, par exemple dans l'assurance, une boîte, plusieurs centaines de personnes, Ok. assez importante, ils ont 1 million de tickets par an.
Donc c'est vrai que je trouve que parfois c'est difficile quand de se rendre compte de la complexité de ces, des tickets qu'ils peuvent recevoir parce qu'en fait il y a plein de catégories différentes avec des process qui sont différents, avec des équipes qui sont traitées, pas qui les traitent mais qui sont dans différents périmètres, enfin dans des différents départements. Et typiquement, là c'est pour donner un exemple concret. Cette boîte-là, il y a une catégorie précise où ils reçoivent 50 000 lettres par an de résiliation. Et ces lettres de résiliation, ça leur coûte un peu moins d'1 euro, 0,95 centimes à traiter par un humain. Et on l'a automatisé. Et ça coûte 4 centimes de traiter intégralement la lettre de résiliation. Sur les 50 000, on ne traite pas 100% des demandes, mais aujourd'hui, c'est plus de 70% à peu près. Et en vrai, c'est dingue. Le ROI, là, tu peux facilement le calculer. Et là, c'est monstrueux pour eux. Ouais, ça, c'est vraiment dingue. Et du coup, Alors, comment. il y a un coût forcément pour créer Ouais, bien sûr. le système. Ici, c'est des workflows agentiques où du coup, tu reproduis des logiques métiers avec des briques d'agents et tu as forcément ce coût one-shot. Mais même en prenant en compte ce coût one-shot, on calcule, nous, le payback. T'as des paybacks qui sont hyper intéressants en moins de 6 mois. Donc, en gros, concrètement, ça veut dire que ce que tu vas investir, tu vas gagner de l'argent en combien de mois. Toi, Euh, tu calcules les paybacks Ouais, rien. et typiquement, sur ça, pas mal de projets, tu es moins de 6 mois. Là, j'ai un exemple en tête pour un agent vocal, c'était moins de 2 mois. Et en fait, c'est des no-brainers. Après, il y a d'autres sujets qui sont pas financiers, mais plutôt comment tu vas le déployer, Oui. des conduites du changement dont on parlait, comment tu vas travailler avec les équipes, etc. Comment tu vas annoncer ça aux équipes, enfin, c'est des sujets de communication. Mais voilà, ça, c'est un exemple de ROI où, où tu peux voir l'impact juste sur cette petite branche qui est une micro-branche de l'ensemble des tickets qu'il peut recevoir. Ouais, en tout cas, là, je pense que tu as vraiment identifié cette niche où vous pouvez avoir un impact de malade parce que c'est des quick wins, c'est obvious, et donc c'est ces trucs à principalement support, principalement high volume. D'ailleurs, ces clients là, c'était vraiment le bon client pour toi. Comment ils vous trouvent ou comment toi tu les trouves? Ou là, si demain il y a des gens qui nous voient, c'est qui que tu cherches comme type de client où tu sais que franchement là, c'est vraiment le moment de venir les aider. Ouais, ben, dans les secteurs qui sont, enfin, les entreprises qui ont le plus à gagner avec l'IA, c'est soit ça peut être parfois des petites boîtes mais qui ont beaucoup de volume. Ok. Là, on parle du recouvrement par exemple. Cette boîte-là dans la santé, elle est Hmm. pas très grosse. Je crois ils sont moins de 50, entre 30 et 50. Et ils étaient quand même une bonne dizaine côté support. Mais bah là, donc c'est Oui. parfois des plus petites boîtes. euh, et mine de rien, c'est quand même des boîtes où, au-delà de 50 collaborateurs, tu as quand même des équipes où c'est assez structuré. Où en fait, quand tu viens économiser le temps d'un collaborateur, ça va impacter 3, 4, 5, 6 collaborateurs. Et donc, Ouais. voilà, minimum 50, 100 salariés, jusqu'à quelques milliers de collaborateurs. Ça, c'est là où il y a le plus de valeur. Enfin, nous, en tout cas, c'est notre cible Bien aussi. sûr. Et après, c'est aussi plus complexe à gérer des boîtes grands comptes. Donc ça, c'est le juste milieu où C'est ça le peut sweet spot, ouais. s'implémenter vite Ouais, et c'est pas trop petit, sachant qu'en gros, c'est le même travail d'implémenter un nouveau système pour 2 personnes ou pour 20 personnes. c'est ça. C'est peut-être pas la même chose pour 200 ou 2000. Ouais, mais Juste au milieu. des plus petites boîtes, par exemple, de quelques collaborateurs. Là, j'ai une boîte en tête qui me vient, qui est une boîte d'assurance pour des étudiants. Et eux, ils ont un numéro de téléphone aussi pareil. Et en fait, eux, ils sont que trois dans la boîte. Mais ils reçoivent beaucoup d'appels, et notamment sur une période très forte de juin jusqu'à la rentrée, Ok. fin août. Ah, donc Et donc ça, c'est un bon exemple pour où éviter de recruter des, ben des, ouais, ou même des eux pour intérimaires en plus. passer plutôt que passer leur week-end à gérer des appels, ben en fait s'appuyer sur se décharger sur un agent vocal. Je suis en train d'ouvrir mes notes pour voir si on n'a pas. Si on a parlé de tout, sachant qu'il ne reste que 10 minutes, est-ce que toi tu as un sujet en tête que tu veux absolument en parler et dont on n'a pas encore parlé? Sinon, j'ai une question subsidiaire. Tac, Ouais, tac, non, je réfléchis tac. aussi. Non, c'est bien, on a pas mal fait le tour. Euh, Euh,
Ouais, peut-être le truc qu'on n'a pas trop parlé, on parlait justement de ROI, et c'est cool de parler de ROI, parce que c'est vrai que enfin, que ça soit un dirigeant, même un collaborateur, tu veux t'assurer que quand tu investis pour gagner du temps, automatiser des tâches, que ça soit rentable pour toi. Et il y a des moments où c'est pas rentable. Il faut faire attention à pas essayer de trop rigidifier ta boîte et automatiser. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te dire, ah mais moi là j'ai un cas en tête d'une personne plutôt petite qui fait des formations OPCO, etc., qui veut automatiser toute la partie administrative. Ouais, C'est l'enfer en plus. ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce qu'il y avait tout un business autour justement de ça. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est compliqué pour le dirigeant d'investir une somme où en fait, ça va faire gagner un peu de temps à un ou deux collaborateurs, collaboratrices. Et tu vas du coup, en fait, tu vas venir rigidifier et ton Ok. process, il va évoluer. C'est-à-dire que l'interface, par exemple, côté OPCO ou l'outil que tu utilises, il va évoluer. Toi, Mm. tu vas aussi un petit peu évoluer. Tu as besoin d'avoir en fait de la flexibilité parce que quand tu vas vendre des choses, ça va Mm. être un petit peu différent. Ouais, ça Et en fait, c'est. là, tu essaies de trop surfer sur la partie agent IA, automatisation, alors que tu n'es pas trop à cette échelle-là. Ok. Ouais. T'es plutôt en phase de structuration, en développement. Par exemple, les startups, j'en ai pas trop parlé, mais nous, notre marché, c'est pas les startups parce Sûr. que ils sont dans une phase de changement de process qui est trop rapide. Bien sûr, Et enfin, l'agent IA, ça reste juste une évolution de automatiser et structurer des process. D'ailleurs, tu m'as dit qu'avant, tu étais Head of Operations. ça, Donc, en fait, c'était ton job. Et donc, oui, tu ne structures pas quelque chose qui n'est pas encore prêt à être structuré quand tu es en c'est ça. évolution constante. Donc, ça, c'est vrai que Et ça me rappelle. l'expérimentation, si tu fais de l'expérimentation, tu sais pas, que tu vas changer les choses et tout ça, faut pas se lancer dans ça. Et du coup, Ça m'en rappelle. et ça, c'est toute la partie autopilot, automatisation. Pour beaucoup de boîtes, on peut la mettre de côté et en fait se concentrer sur, bah, déjà, si tu gagnes un maximum de temps, peut-être à bien paramétrer un outil et créer des Mm. assistants, ça suffit largement. Pas besoin de trop suractualiser et d'essayer Ouais. d'aller chercher. C'est de mettre des process en place avec l'outil parfait. En fait, même si tu es sur Google Sheet et que vous êtes trop dans la boîte, peut-être que ça peut suffire. Exactement. Euh, Est-ce que les fonds avec qui tu bosses, maintenant qu'ils ont un peu vu ce que c'est le genre d'optimisation que tu étais capable de faire, enfin qui sont maintenant possibles, est-ce que ça a un peu changé leur thèse? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce que tu sais si dans les clients avec qui tu bosses, ils vont chercher des boîtes en particulier avec la thèse de dire ok là c'est parfait, on va faire des économies d'échelle. Ouais. Enfin, Ouais, ça c'est le cas. Et en fait, les fonds, ils souhaitent beaucoup que les entreprises de leur portefeuille s'y mettent, hmm, mais parfois ça dépend pas uniquement d'eux, même s'ils sont majoritaires. C'est quand même de l'humain, il faut embarquer les équipes. C'est-à-dire que, mais ça nous est arrivé, là aujourd'hui, bah, quand on travaille avec les fonds, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'en fait on intervienne le plus possible auprès de la bien participation. sûr. Là, je pense, j'ai en tête une date où on va pitcher devant les dirigeants des participations. Et l'objectif du fonds derrière, c'est que les dirigeants nous recontactent et en fait, il y a des intros qui sont faites aussi, mais en fait, il faut que ça vienne, qu'ils aient le déclic, les Il faut dirigeants. que ça vienne d'eux. C'est ça. Même si on a eu un fonds euh, pour l'entreprise au Canada de e-commerce, où le fonds a fait notre vente, où en gros, c'était euh, les sujets, enfin l'IA va transformer toutes les boîtes. Il faut commencer et travailler avec Tandem parce que si on attend, c'est trop tard et on perd de l'argent, tous. Et là, c'était un peu un choix un peu imposé. Ouais. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même? Est-ce C'est que un peu vous êtes ça. d'accord? Et là, ils ont carrément imposé un petit peu le fait de travailler avec nous. Euh, et parce que eux, ils ont cette logique-là, ce fond, que c'est à effet cumulé. C'est-à-dire que plus tôt tu t'y mets, plus tôt tu vas gagner du temps et tu vas gagner de l'avance euh, que tu peux pas anticiper en termes d'impact financier et autres, que si tu attends 6 mois, un an. C'est, Oui. tu vois, c'est vraiment effet cumulé. Plus tôt tu t'y mets et plus tôt tu l'exploites, plus tôt tu vas avoir des gains qui vont dépasser ce que tu peux estimer. Ouais, et puis il y a aussi une question, à mon avis, qui reste en suspens. Est-ce que on a 6 mois d'avance sur les concurrents
en faisant ça, ou est-ce que ça va juste être... Il y a des gens qui vont prendre le virage, d'autres qui vont pas prendre le virage. Quand je dis ça, je pense au fait qu'il y a eu la révolution de il faut que tout le monde ait un site internet, même les boîtes qui sont pas digitales. Il faut être sur Google Maps. En fait, ça reste une de ces révolutions-là. Maintenant, ça va être intéressant de voir si tu le fais en fait. Donc, dans cette idée de nous d'aller acheter des boîtes pour les IAiser, est-ce que en le faisant, je suis en train de me perdre. Voilà, c'est bon, Non, je me suis non, mais perdu. là-dessus, moi, je vois ton point. Ce qui est de savoir, en gros, mine de rien, les boîtes où tu peux le plus exploiter l'effet de levier IA, c'est des boîtes où tu as du volume de tâches, où tu as beaucoup d'employés. C'est eux qui vont le plus exploiter l'IA. Il y a des boîtes qui vont clairement pas s'y mettre. Il y a peu de temps, quelques semaines, j'ai changé avec une boîte dans le BTP. Ils ne sont pas encore à la signature électronique. Ok. Et ils font la signature manuelle. Le fax, on imprime, on envoie, courrier, postal. Nous aussi. Et c'est plein de boîtes de BTP. Et donc, ils vont arriver à la signature électronique, ils vont arriver à l'IA, mais ça prend du temps. Donc, on pourrait dire qu'il y a des boîtes qui vont s'y mettre, mais ça va prendre beaucoup de temps. La plupart des boîtes n'y sont pas du tout. Et il y a quand même des boîtes qui vont beaucoup plus exploiter cet effet de levier que d'autres. Ce sont ceux qui ont le plus de volume, qui ont plus de tâches basiques, qui auront le plus structuré leur process, qui vont le plus en fait être scalables. Et justement, Sur dans ces boîtes-là, est-ce que tu penses que ceux qui s'y mettent maintenant ont un vrai avantage long terme, ou est-ce qu'en vrai, tout le monde va s'y mettre et là, tu gagnes peut-être un an sur tes concurrents? Mais oui, c'est ce dont je parlais sur le fond. C'est que eux, ils le voient, et je suis assez aligné là-dessus, à effet cumulé. C'est-à-dire que plus tôt comme un effet boule de neige, c'est comme quand tu investis. Plus tôt tu investis, pour ceux qui regardent les vidéos de Finery et autres, où tu vois les effets cumulés exponentiels, c'est ça, grosso modo. Pareil avec l'IA. Top. Est-ce qu'on a parlé de tout? Ouais, je réfléchissais sur Bon. Ouais, tu viens de parler de la boîte dans le BTP. Tu bosses avec eux, ou pour l'instant, vous avez juste discuté? Pour l'instant, on a juste discuté, on a identifié beaucoup de cas d'usage. C'est une boîte un peu particulière. Ils sont 70, un peu particulière dans le Ils sens sont où quoi? ils sont 70 personnes? 70 personnes en région Île-de-France. C'est une boîte un peu particulière puisqu'on a fait un format qu'on ne fait pas d'habitude, qui est que on se pose quelques heures avec leurs équipes, on comprend leur quotidien et on identifie déjà ce qu'on peut faire. C'est pas mal ça. Et c'est Bootcamp. efficace. Et on a identifié plus de 15 cas d'usage en 2 heures. Alors que c'est une boîte BTP où 3-4 tu équipes. pourrais te dire Ah non, mais c'est monstrueux, hein. La boîte BTP, le nombre de choses à faire. tout ce qui est back-office en fait. Tout ce qui est back-office, tout ce qui est. Mais en fait, eux, ils ont des conducteurs de travaux, ils ont des départements bureaux d'études. Et bon, bureau d'études, il y a pas mal de tâches de manipulation de documents, extraction d'informations, etc. Checkpoint. Mais par exemple, si on prend un exemple concret, conducteur de travaux. Conducteur de travaux, tu te dis, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais en fait, aujourd'hui, par exemple, ils font très peu de comptes rendus quand ils visitent, alors qu'ils pourraient juste en dictaphone partager leurs observations. Ça va être structuré, tout bien agencé, stocké dans le projet en question sur l'espace OneDrive ou Google Drive, peu importe l'écosystème. Potentiellement, ça peut envoyer des notifications en fonction de ce qui a été dit dans le compte rendu. Enfin, tu vois le potentiel. Et si en fait la quantité d'infos que tu peux avoir et que après tu pourras utiliser comme base de connaissances en mode chat pour tous les conducteurs de travaux, c'est monstrueux. Et bon, ça c'est un exemple. Ouais, Les conducteurs de travaux, ils font mine de rien de la génération de documents quand même aussi pour en fait partager ce qu'ils ont fait, comment ils vont le faire, etc. Et ça, c'est de la récupération d'informations, de l'agrégation, de la mise en forme. Ça, c'est une boîte qui fait quoi C'est une boîte de BTP qui fait des ravalements de façade, rénovation. Ok, et- généraliste. Ouais, Général. grosso Donc, tu es modo. en train de me dire que là, il y a une opportunité de build-up, aller racheter des boîtes du BTP et installer l'IA. Ouais, mais ça, c'est le cas dans toutes les boîtes en vrai. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que même des plombiers, si tu prends un plombier à Paris, il y a un enjeu si tu mets des agents vocaux, ils vont traiter et générer des devis hyper rapidement. Ouais.
en étant plus compétitifs parce que si ils connaissent le niveau d'urgence, ils peuvent mettre une marge un peu différente par rapport au projet aussi, du potentiel, la profondeur du projet chez le client, si c'est juste une fuite ou si c'est juste une intervention d'urgence. Ou c'est pas. En fait, tu peux. T'as plein de choses à faire, même dans ces boîtes-là, col blanc, où tu as l'impression qu'il y a. Col bleu, du coup. Col bleu, pardon. En tout cas, quand tu dis ça, tu parlais tout à l'heure d'une tendance que tu voyais qui se dégageait. J'en vois une autre qui se dégage, c'est justement ces IA de niche pour tel métier qui te font gagner 10-20 heures par mois. Je pense que c'est en train d'exploser. Je le vois, on en parlait dans un autre podcast. Là, c'est pareil. Je suis convaincu que il existe sûrement déjà là, si tu cherches sur Internet, l'IA spécial plombier pour vous faire éliminer votre admin. Ou en tout cas, ça va arriver. Ou si c'est pas fait, il faut que quelqu'un le fasse. Ouais. Après, maintenant, il va falloir que tu réussisses à convaincre la boîte entre créer ce que tu as créé en peu de temps, potentiellement tout seul ou à deux, mais pour plein de boîtes de plomberie, ou que eux, ils vont créer eux-mêmes leur solution d'agent vocal. Après, là, on rentre dans les trucs de création de boîte et de business model, mais c'est vrai que le gars qui est indépendant, il fera jamais ça. Si tu lui vends une solution à 50, je sais pas combien, 30 euros par mois. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Et il y a certaines tailles de boîtes où en fait, tu as pas mal de volume et tu te dis est-ce que tu vas passer par une boîte comme ça ou est-ce que tu vas utiliser des solutions d'agents vocaux justement sur étagère où tu vas faire tes petits paramètres et tu vas avoir ce que a fait le SaaS. Ouais, et une fois de plus, si on était dans ce process de idéation de start-up, si tu cibles des gens qui sont justement col bleu, pas techniques, je pense que la réponse c'est ils prennent un truc qui marche déjà, c'est pas leur job. Ok, merci Louis, c'était hyper complet, hyper intéressant. Avec plaisir Théo, c'était cool. J'ai bien aimé le playbook et c'est très concret, on sent que c'est très organisé, on sent le head of operations, on en cherche potentiellement pour le futur, j'ai noté quand même le côté organisé. Merci Louis. Merci Théo à toi. Bonne soirée.